Bonjour, vous êtes sur Pyrénées FM pour votre nouvelle émission Motivée. Aujourd'hui, je retrouve un nouveau et une nouvelle Motivée. Je vous rappelle, votre émission Motivée, c'est l'émission qui vous fait du bien. Au cours de cette émission, je vais à la rencontre de ces hommes et de ces femmes de notre belle région qui font avancer les choses dans le bon sens. Et aujourd'hui, je me trouve du côté de Bonnac, à la ferme du Touroll, et nous allons parler d'amour et de laine avec Olivia. Bonjour Olivia. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui ? Plutôt bien. Alors Olivia, expliquez-nous en deux petits mots pourquoi est-ce que nous allons parler d'amour et de laine. Alors, on peut parler d'amour à plusieurs niveaux. Déjà, avec la matière, au niveau de la rencontre avec la matière, et puis au niveau de la rencontre avec Paul, qui est devenu mon compagnon, et avec qui on a monté ce projet de valorisation de la laine. Voilà, donc nous voilà un petit peu éclairés. Donc aujourd'hui, au cours de cette émission, on va aborder effectivement l'amour de la laine, l'amour du compagnon qui a donné naissance à un très très beau projet, au projet donc des laines paysannes. On se retrouve dans quelques instants pour en parler avec donc Olivia de la ferme du Touroll. Restez à l'écoute sur Pyrénées FM, à tout de suite. De retour sur Pyrénées FM dans votre émission Motivée. Je me trouve donc du côté de Bonnac à la ferme du Touroll, chez Olivia et Paul des laines paysannes. Alors, on a dit qu'on allait parler d'amour et de laine. Alors, expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est les laines paysannes, Olivia ? Alors, laine paysanne, c'est un projet qui est plutôt, on va dire, avec une dimension militante et éthique dans le choix de reconstruire une filière textile qui a du sens, qui est respectueuse de l'homme et de la nature. Donc, on va dire qu'on retrouve aussi de l'amour à ce niveau-là. Le but, c'est vraiment de valoriser les laines locales. Donc, on travaille avec des éleveurs ariégeois pour la plupart. Et on se rend pendant la tonte dans les bergeries pour trier les plus belles laines. Afin de structurer ensuite une filière de transformation entre l'Ariège et le Tarn. Alors, si je comprends bien, une histoire d'amour parce que, en fait, vous êtes deux à l'initiative de ce projet. Tout à fait. On a monté ce projet avec Paul, donc qui, lui, est éleveur au départ, donc il s'occupe de la ferme. Moi, j'ai une formation de tisserande, donc de tissage artisanal, et c'est autour de nos savoir-faire respectifs qu'on s'est retrouvés pour valoriser les laines de son troupeau au départ, et ensuite avec d'autres éleveurs qui ont rejoint l'aventure. Oui, alors, moi, j'avoue, j'ai fait ma curieuse. Je suis allée un petit peu chercher votre parcours sur les réseaux sociaux et autres, et donc j'ai vu que vous aviez été vous former, notamment en Amérique latine. Vous aviez été voir un petit peu comment on travaille vraiment de la façon la plus traditionnelle qui soit. Et donc c'est vraiment une démarche beaucoup d'autodidacte finalement que vous avez menée par rapport à ça. Oui, tout à fait. La première rencontre avec la laine s'est faite vraiment là-bas à travers le tissage. Donc c'est vrai que j'ai rencontré des artisans beaucoup. C'est là que j'ai découvert toutes les traditions textiles qui étaient encore très vivantes autour du tissage. Et c'est dans un petit village de tisserands dans la montagne au Guatemala que j'ai fait mes premières couvertures en laine de mouton. Donc c'est vrai que ça a conditionné beaucoup de choses derrière dans l'envie de mettre en place un projet autour de ce savoir-faire-là de retour en France. Mais alors, pourquoi cet amour de la laine ? Pourquoi avoir décidé, il y a quelques années, donc déjà maintenant je crois que vous êtes installé depuis à peu près combien de temps ? Depuis début 2016, l'association a été créée en 2016. En 2015, on était déjà dans des tests et des expérimentations, donc voilà, ça fait déjà plusieurs années, quoi. On est sur la 4e année vraiment. Et cet amour de la laine, parce que au départ, il y avait vraiment la dimension de pouvoir maîtriser une filière de A à Z. Et il se trouve qu'en arrivant en Ariège, on s'est rendu compte qu'on était dans un département très pastoral, avec beaucoup de moutons, avec une grosse tradition de l'élevage. Et donc, c'était très facile de trouver de la laine chez des voisins qui n'étaient pas du tout valorisés, qui étaient même jetés ou brûlés. Et donc, on s'est dit que c'était une ressource, finalement, qu'on pouvait valoriser et maîtriser toute la transformation de A à Z, avec toute la traçabilité. Oui, parce que en fait, cette laine, jusque-là, elle était jetée. Quand je me suis aperçue, quand j'ai regardé un petit peu, j'ai fait mes petites recherches, effectivement, que la laine, elle était très valorisée à peu près jusqu'à la moitié du XXe siècle. Et ensuite, quand il y a eu les nouvelles matières qui sont arrivées, etc., pour la fabrication des vêtements, des textiles, ça a été complètement, en fait, mis au rebut. Et donc, c'était plus du tout valorisé. Donc, en fait, aujourd'hui, ce que vous proposez, finalement, c'est de transformer en or quelque chose qu'on jette à la poubelle, en fait. Oui, tout à fait. En fait, il y a eu deux phénomènes qui se sont croisés. Ça a été d'une part la mondialisation
l'industrialisation et donc la mondialisation. Donc il y a un changement d'échelle dans les savoir-faire et dans les façons de produire. Donc tout est parti à l'étranger, dans les pays où la main-d'œuvre est à bas coût. Et en plus, l'apparition des fibres synthétiques qui font que la laine a été complètement abandonnée et qu'aujourd'hui, il y a à peu près 90% de laine française qui partent à l'étranger, qui sont exportées. Donc on s'est dit que tout ça n'était pas très écologique et que c'était quand même très dommage parce qu'on a une grande diversité de races de moutons sur nos territoires, avec beaucoup de caractéristiques différentes et beaucoup de potentiel. Donc on s'est un peu attaqué à ce gros morceau de restructuration de filière pour donner du sens à tout ça et un peu une logique avec une dynamique locale et de l'interconnaissance entre les différents acteurs d'une filière. Donc un beau projet finalement qui démarre bien, on va en reparler effectivement depuis donc 2016 que vous vous êtes lancé finalement, qui démarre bien, qui propose un concept finalement écologique, économique, qui propose de valoriser un produit de notre région également. Et puis on va aussi en reparler parce que c'est aussi intéressant, c'est aussi une source de revenus supplémentaires finalement pour les éleveurs. Ça peut être en tout cas un plus, un moyen de valoriser effectivement. On va en parler tout de suite, Olivia. Surtout, restez avec nous. Nous, on va se faire un petit café et on vous retrouve dans quelques instants sur Pyrénées FM dans votre émission Motivée. Nous sommes toujours à la ferme du Touroll, du côté de Bonnac, aux laines paysannes en compagnie de Olivia. Alors je vous rappelle, les laines paysannes, c'est un très très beau projet qui est parti d'une belle histoire d'amour entre Olivia et Paul et qui a donné naissance effectivement à une très belle initiative qui vise à valoriser un produit local, une matière première qui est naturelle et durable, qui est donc la laine. Et puis on va voir également bien sûr que ce concept, ça inclut le respect également bien sûr de l'humain, la valorisation de l'agriculture paysanne. Alors moi je me demandais, Olivia, pour cette laine, est-ce que la race choisie au niveau des moutons en fait est importante ? Oui, tout à fait. En fait, c'est déterminant. On a fait le choix, nous, de partir des races qu'on avait ici localement et d'envisager des transformations qui soient adaptées. Parce qu'en fonction des races de moutons, on va avoir des types de laine qui sont différents, des caractéristiques de laine différentes et qui vont être adaptées à différents usages. Donc on va pouvoir orienter les laines les plus douces et les plus adaptées pour du vêtement, tout ce qui va être maille et confection de prêt-à-porter. Et les laines les plus rustiques, les plus grossières, mais aussi les plus solides vers de la décoration d'intérieur, du tapis, etc. Donc en fait, notre spécificité est vraiment d'avoir cette expertise sur la matière pour être capable de construire des filières qui soient adaptées à chaque type de race. Oui, parce qu'en arrivant, en rentrant chez Olivia, j'explique tout à nos auditeurs, en rentrant chez Olivia, j'ai eu la chance de passer par la partie stock et donc effectivement, j'ai vu, vous avez beaucoup de choses en fait que vous fabriquez. Alors c'est assez étonnant même, il y a aussi bien des vêtements avec des pulls, des robes, des chaussettes. Vous aviez aussi du linge de maison, vous avez aussi, je crois, aussi des bobines, également aussi de laine que vous proposez. Donc finalement, on fait énormément de choses avec cette laine qu'on a longtemps boudée. Oui, complètement. C'est vraiment, ça a été notre point de départ, c'est de se dire que c'est vraiment une ressource et qu'il y a un potentiel énorme. Donc l'idée, c'est d'articuler 3 gammes, une gamme plutôt mode, une gamme plutôt maison et une gamme matière, autour de la diversité de ces laines-là. Alors moi je vais vous mettre sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook Pyrénées FM, je vais vous mettre quand même des photos parce que vous allez voir que c'est vraiment très très joli. Je crois que je vais me laisser tenter par un petit bonnet ou peut-être une paire de chaussettes. En tout cas, il y a vraiment de très très beaux accessoires. Je vais vous faire quelques photos, donc surtout allez liker et commenter. Alors moi je voudrais savoir, au départ vous m'avez dit tout à l'heure Olivia que vous aviez commencé par récupérer la laine au niveau du troupeau donc de Paul et puis ensuite vous avez élargi, vous travaillez maintenant je crois peut-être avec une dizaine d'éleveurs. Oui c'est ça, on travaille avec une dizaine d'éleveurs qui sont principalement en Ariège, excepté un élevage qui se trouve dans le Gers, un autre dans l'Aude et un dans l'Hérault, notamment pour la mérinos, mais sinon on travaille effectivement qu'avec des éleveurs ariégeois, donc très très local, et ça nous permet de valoriser 7 races de moutons différentes, donc voilà, à travers ces différentes transformations. Oui, donc ça permet, et je crois même qu'il y a une traçabilité, puisque sur vos étiquettes, lorsque j'achète un pull par exemple, je peux voir exactement sur quel troupeau a été récupérée la laine. Exactement, oui, c'est bien ça. En fait, on se rend aussi chez les éleveurs pendant la tonte pour évidemment sélectionner les meilleures qualités de laine et les couleurs naturelles des moutons, parce qu'on ne travaille qu'avec les couleurs naturelles des moutons. Mais ça nous permet aussi de séparer les différents lots pour avoir une traçabilité totale depuis les élevages jusqu'aux vêtements.
Donc ça permet de mettre en avant aussi les élevages avec lesquels on travaille, les races de moutons, etc. Et de garantir tout ce qui est bien-être animal, état sanitaire des troupeaux, bonne pratique dans le travail, donc toutes les valeurs qu'on défend. Là, vous avez dit le mot magique, bien-être animal, parce qu'effectivement, j'ai envie aussi de vous poser des questions par rapport à ça, parce que c'est une valeur qui est extrêmement importante pour moi. Mais je reviens un petit peu sur l'aspect mode. Je suis une fille, alors comme toutes les filles, j'aime bien varier un peu les couleurs de mes vêtements. Et alors, j'ai vu que vous aviez des pulls, robes, etc., de couleurs différentes. Mais il n'y a pas de teinture, en fait, c'est uniquement par des mixages, finalement, des couleurs de laine. Oui, alors on a les moutons blancs et les moutons noirs, donc ça nous fait déjà 2 bases. et ensuite, on a des moutons qui sont plutôt roux ou un peu beige. Donc on va se servir de ces points de départ-là avec les couleurs pures, et ensuite on va pouvoir faire des mélanges pour obtenir différents gris. Donc c'est vraiment, les possibilités sont infinies. Donc il n'y a aucune coloration chimique, tout est naturel. Tout à fait. Alors on travaille la couleur très ponctuellement à travers des petites éditions limitées comme le bleu indigo. Mais voilà, c'est vraiment une utilisation de la couleur très ponctuelle. La base de projet, c'est vraiment de valoriser les couleurs naturelles des moutons. Bleu indigo, donc avec du pastel, je présume. Avec de l'indigo et du pastel. Entendu. Donc, et ça, je rappelle, c'est quand même très important parce qu'il faut quand même le savoir et le rappeler. L'industrie du textile emploie beaucoup de substances toxiques, notamment pour les colorations. Ça pollue les eaux, les nappes phréatiques. Donc, c'est vraiment une source de pollution énorme. Donc, votre concept, effectivement, de ne pas utiliser, en tout cas, de produits chimiques est vraiment fondamental et déterminant pour le respect de l'humain, bien sûr, mais aussi de l'environnement. On se retrouve dans quelques instants, Olivia. On se retrouve après une petite pause musicale peut-être et on va peut-être même aller voir très bientôt les moutons, puisque je vois qu'ils passent devant la fenêtre, donc ça va être le moment d'aller leur faire un petit coucou. À tout de suite sur Pyrénées FM. Nous sommes toujours dans notre émission Motivée sur Pyrénées FM en compagnie d'Olivia. On va peut-être aller voir Paul tout à l'heure, qui est avec les moutons, je crois. Oui, c'est ça, c'est l'agnolage. Les agneaux naissent. Oh, alors peut-être que je vais pouvoir assister à un bel événement. C'est possible. Bon, alors on va se dépêcher, mais quand même. On parlait à l'instant effectivement de la valorisation, donc de la filière un petit peu laine, de ce que vous proposez, les textiles, le linge de maison, etc. que vous proposez par la transformation justement de cette laine qui est locale. Alors, il faut quand même bien que les auditeurs prennent conscience du fait que c'est quand même un gros travail qui passe par plusieurs étapes. Alors, comment ça se passe à partir de la tonte jusqu'à la mise en vente du produit final, un petit peu, Olivia? Alors déjà, l'organisation de la tonte, c'est toute une histoire parce qu'il y a tout un calendrier à gérer et à coordonner pour arriver à être partout en même temps, c'est-à-dire entre février et juin. Pour les dates de tonte, et ensuite arriver à monter des équipes suffisamment nombreuses pour pouvoir trier la laine au fur et à mesure qu'elle est tondue, ce qui implique d'avoir suffisamment de personnes au tri de laine par rapport au nombre de tondeurs. Voilà, donc ça se passe de la façon suivante: on prend notre camion dans lequel nous avons une table de tri, de quoi accrocher les sacs, etc. Et on pose ce matériel-là à côté du matériel des tondeurs, de façon à ramasser les toisons au fur et à mesure qu'elles sont tondues, les lancer sur une table de tri, et pouvoir, toison par toison, ne garder que les meilleures qualités. Oui, donc un gros travail de tri, j'imagine, pour qu'après ça parte dans de bonnes conditions, direction le lavage. Tout à fait. Donc ça, ces lots sont stockés au fur et à mesure de la saison de tonte. Et au mois de juin, dans notre bâtiment, on s'est équipé d'une presse de façon à pouvoir transporter des grosses quantités de laine, parce qu'il y a le poids, mais il y a aussi le volume. Donc on presse tous les lots par balle de 150 à 200 kg, ce qui nous permet, une fois par an, de monter au lavage, qui se trouve en Haute-Loire. On a une petite partie de notre laine qu'on fait laver en Ariège à la filature de Nio, mais le gros des lots part en Haute-Loire, donc c'est un événement qui est devenu familial, puisqu'on monte tous les deux avec notre petite fille, donc tous les trois, avec la remorque et le camion rempli de laine pour le lavage. Vous avez raison, faut commencer à les mettre au boulot de bonne heure, les enfants. Exactement. Donc une fois par an, hop, c'est le grand nettoyage, c'est le grand lavage, et puis ensuite j'imagine qu'on va partir un petit peu, peut-être séparer ces laines, les faire leur faire prendre peut-être des voies différentes en fonction de ce que l'on va fabriquer par la suite. Voilà, donc elles sont lavées par l'eau, et sur le chemin du retour du lavage, nous nous arrêtons à la filature pour déposer tous ces lots, de façon à ce que la laine lavée soit transformée en fil. Donc encore une fois, avec les lots séparément en fonction des différentes qualités. Et c'est à partir du fil qu'on va orienter les différentes transformations.
Donc la filature se passe dans le Tarn et on va rester dans le Tarn pour le tricotage. Donc c'est une petite entreprise qui s'appelle Miss Aigle, qui s'occupe de tout le tricotage. Donc c'est avec cette entreprise-là qu'on crée les modèles et qu'on passe les commandes. Une partie du fil pour les plaids notamment va aller en Espagne. Je rappelle qu'on est dans les Pyrénées, donc c'est juste de l'autre côté de la frontière, ça reste très local, au-dessus de Barcelone. Et on travaille avec une coopérative d'insertion sociale qui travaille avec des personnes handicapées sur des métiers à tisser manuels. Donc tout le tissage est réalisé à la main. Et donc eux, ils vont réaliser quel type un peu de confection? Alors eux, ils vont faire les plaids et les housses de coussins. D'accord. Et vous les faites fabriquer là-bas, j'imagine, parce qu'ici, vous n'avez peut-être pas les métiers à tisser adaptés pour ça. Tout à fait. En fait, c'est un projet qui est absolument unique, qui n'existe pas en France. Ils ont 18 métiers à tisser. C'est une maîtrise technique absolument parfaite. Et il y a toute comment dire, la dimension aussi éthique et sociale de ce projet qui nous plaisait beaucoup. Donc on a fait un partenariat avec eux pour créer des modèles ensemble et on est ravis de bosser avec eux, en fait, tout simplement. Et donc une fois, et donc ici, par contre, vous confectionnez les vêtements? Non, nous on fait les tapis ici. On récupère une partie de la laine, qui est la laine la plus grossière et la plus solide pour les tapis. Donc on a un petit atelier de tissage qui nous permet de construire nos collections de tapis. D'accord, donc après vous récupérez tout ça, j'imagine vous le conditionnez et puis ensuite on va passer à la vente. Tout à fait, donc la commercialisation c'est encore toute une histoire. Donc on a différents moyens pour distribuer nos produits, nous faire connaître. On a déjà une boutique en ligne, donc qui nous permet d'expédier des articles sur toute la France mais aussi à l'Europe. Voire plus loin, on vend aussi au Canada. Là, on a des demandes pour la Côte d'Ivoire, donc c'est très très large et ça ouvre des perspectives. Et ensuite, ça on y tient beaucoup, on a tout notre réseau de vente qui est basé sur la vente directe. Donc on se déplace beaucoup en hiver et aussi au printemps sur les marchés, donc notamment les foires bio, les fêtes de la laine et pas mal de salons aussi en France. Et tout ce qui est en local est fait avec notre caravane boutique, c'est-à-dire notre boutique itinérante tout en bois. Et oui, la caravane, effectivement, je l'avais vue en photo, qui est d'ailleurs très 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 jolie. Alors effectivement, c'est intéressant parce que finalement, ça permet bien de se rendre compte que, eh bien, il y a aussi une demande. Il y a effectivement un mouvement un petit peu des personnes qui se rendent compte que on peut pas continuer comme ça, et puis qu'il faut valoriser nos produits locaux. Et puis la mondialisation a ses bons côtés, mais elle a aussi ses effets un petit peu néfastes. Et donc, il y a d'autres façons de consommer, y compris quand on achète du linge de maison ou des vêtements. On va en reparler dans quelques instants. Olivia, moi j'aimerais bien un petit peu faire un petit tour peut-être du côté des moutons. Ça me tente très fortement. Et on retrouve tout de suite nos auditeurs, bien entendu, sur Pyrénées FM dans quelques instants. Restez à l'écoute. Suite de votre émission Motivée sur Pyrénées FM aux laines paysannes avec Olivia. Alors on parlait, Olivia, il y a quelques instants un petit peu de tout ce périple, vraiment toutes ces péripéties un petit peu pour transformer la laine en textile, mais on peut aussi parler, j'imagine, des péripéties un peu que vous avez vécues en lançant votre activité, parce que bien sûr c'est un très très beau projet, mais j'imagine qu'il y a aussi des embûches. Et qu'est-ce qui a été traversé peut-être de plus difficile, et qu'est-ce qui vous a permis d'y croire et d'avancer? C'est une vaste question. Dans un premier temps, je dirais qu'on vient quand même du milieu de l'agriculture et de l'artisanat, donc on n'était pas forcément ni préparé ni outillé pour, on va dire, affronter le monde de l'entrepreneuriat, avec toutes les compétences que ça demande et qu'il faut apprendre sur le tas au fur et à mesure. Donc là, c'est vrai que ce qui nous a permis d'avancer, ça a été les rencontres successives des personnes qui ont intégré l'équipe au fur et à mesure, et aujourd'hui qui s'investissent corps et âme dans ce projet également. Et oui, parce que je rappelle que cette histoire a commencé à deux, avec Paul et Olivia, mais que depuis, plusieurs personnes se sont jointes à vous, d'ailleurs, qui sont la pièce juste à côté de là où nous nous trouvons. Donc racontez-nous un petit peu justement ces rencontres, comment ça s'est passé? En fait, il y a eu au départ Cécile qui est arrivée, qui a lancé la boutique en ligne, parce que c'était une charge de travail supplémentaire et elle avait déjà des compétences, avec quand même une grosse sensibilité pour l'éthique du projet et une envie de s'investir dedans. Donc ça a été la première personne salariée de laine paysanne. Et ensuite, y a plusieurs personnes qui se sont greffées au projet, notamment Sarah qui est arrivée en tant que stagiaire au départ, qui elle avait des compétences en tissage. Donc c'est aujourd'hui elle qui s'occupe du tissage des tapis. Magali, qui est comptable de formation, nous a apporté une aide absolument énorme sur la mise en place d'une comptabilité un peu sérieuse, parce que ça dépassait complètement nos compétences aussi.
Et puis là, récemment, Anaïs a rejoint l'équipe qui, elle, vient du milieu de la mode et qui s'occupe de la vente directe et de la gestion de la caravane boutique avec moi. D'accord, donc au total, vous êtes... Alors là, maintenant, on est avec Paul, on est 6, dont 5 salariés. Ok, et peut-être des perspectives, peut-être encore d'accueillir d'autres personnes? Oui, alors là, c'est la fin d'année qui dira les possibilités d'accueil de personnes supplémentaires, mais en tout cas, ce serait dans les projets, oui, tout à fait. Ok, donc bon. Mais en tout cas, qui est-ce qui s'occupe? Parce que j'avais vu que vous proposiez aussi des formations auprès des éleveurs, justement, pour leur... finalement, un petit peu pour leur montrer que cette laine qu'ils jettent, eh bien, elle peut être valorisée et leur permettre à eux, ensuite, de passer, par exemple, par vous pour revendre leur laine ou bien de faire par eux-mêmes les choses et la transformation. Donc, qui est-ce qui s'occupe? Est-ce que vous le faites toujours, ces formations, et qui est-ce qui s'en occupe? Alors, au départ, c'est moi qui m'en occupe. On en a mis en place quelques-unes les années précédentes parce qu'il y avait beaucoup de demandes au niveau des institutions agricoles, que ce soit les chambres d'agriculture, les ADR ou certains groupements d'éleveurs. On va dire qu'aujourd'hui, localement, les gens sont à peu près formés et sont autonomes pour se transmettre ce savoir-là. Mais nous, on continue la transmission de savoir à travers les chantiers de tonte auxquels on participe dans le cadre de laine paysanne, tout simplement, ou de façon beaucoup plus informelle. On a notamment beaucoup de personnes bénévoles qui nous aident à la récolte de laine au printemps, et qui donc se forment sur le tas. Donc c'est vraiment l'interconnaissance et la circulation des informations de façon plus informelle qui fait évoluer les choses à ce niveau-là. Alors j'ai vu un événement un petit peu particulier qui a eu lieu en juillet 2019, puisque pour la toute première fois s'est déroulé en France, en Haute-Vienne, le championnat mondial de la tonte, qui réunissait quand même plus de 40 nations qui étaient représentées. Est-ce que c'est un signe que la filière laine est en train de renaître de ses cendres et qu'il y a un potentiel? Est-ce que vous croyez au développement de cette filière, de cette économie-là, au niveau local, mais peut-être aussi national? Oui, tout à fait. Alors le mondial de tonte fait partie des éléments qui témoignent un petit peu du développement de la filière, mais pas que. En fait, on voit surtout beaucoup d'initiatives un peu partout en France, de projets qui se développent autour de la valorisation des races locales, sachant que chaque race est adaptée à son terroir, à son territoire. Et donc, rien que sur les Pyrénées, il y a déjà beaucoup d'initiatives différentes, mais vraiment partout en France, les initiatives fleurissent. Et ce qui est intéressant, c'est que ça forme tout un maillage et tout un réseau avec beaucoup de relations entre les différents projets. Oui, parce que je ne pense pas dire de bêtises, vous m'arrêtez surtout, Olivia, si jamais j'en disais une, mais depuis effectivement le milieu du XXe siècle où finalement on a complètement relégué, ringardisé un petit peu la laine, surtout avec l'arrivée de matières comme le polyamide, l'élastane. Finalement, les éleveurs aujourd'hui, quand ils tondent leurs moutons, ils ont la possibilité de revendre auprès de la filière du négoce, mais la laine est rachetée à très très bas prix, tellement bas prix que... Chose absolument hallucinante, ça ne couvre même pas le prix de la tonte. Donc en fait, finalement, il y a vraiment de la perte. Donc c'est un fabuleux espoir aussi pour les éleveurs de pouvoir relancer finalement cette économie-là de la laine. Oui, tout à fait. Il y a le côté financier, effectivement, qui va permettre aux éleveurs de revendre leur laine à un meilleur prix. L'inconvénient des cours du marché, c'est qu'en plus d'être bas, ils sont irréguliers. Donc les prix d'achat de la laine varient d'une année sur l'autre, et en fonction des cours mondiaux, en fait. Donc il y a l'aspect financier, puis il y a aussi tout le côté beaucoup plus moral, on va dire, d'avoir la satisfaction de valoriser ce qu'on produit, car la brebis produit du lait et de la viande, mais aussi de la laine. Voilà. Encore une fois, on fait la promotion effectivement et on met en avant l'environnement, le local, le respect de l'humain, le respect de notre belle terre, bien entendu. Alors, on peut effectivement se dire que ça va aller en se développant puisque le marché de la laine est en croissance perpétuelle. Il y a énormément de demandes, mais aussi des prises de conscience parce qu'on prend conscience de la pollution des industries du textile. On prend conscience qu'il est important de revenir vers du naturel, vers du local, de respecter son environnement et le valoriser. On va continuer à en parler dans quelques instants. Restez à l'écoute sur Pyrénées FM dans votre émission Motivée. Nous sommes toujours avec Olivia des Laines Paysannes dans votre émission Motivée. Alors, on a parlé beaucoup, Olivia, de la valorisation finalement d'un produit local, du respect de l'environnement, du respect de l'humain. Et alors, les auditeurs qui me connaissent le savent, moi je m'intéresse énormément au respect, au bien-être de l'animal. Alors, j'ai quand même envie qu'on parle aussi de ça, parce que pour moi, ça fait partie d'une éthique globale. Alors, je vais vous poser une question de citadine. On ne fait pas mal, bien sûr, au mouton quand on le tond.
Alors non, bien au contraire, en fait le mouton a besoin d'être tondu une fois par an pour être bien. C'est-à-dire que la laine pousse en continu sur l'animal tout au long de l'année et si on ne le tonde pas, il risque d'avoir des problèmes de santé. Donc en fait c'est comme une bonne coupe de cheveux, c'est pour sa bonne santé qu'on le fait. D'accord, ok. Et on va tondre les mâles et les femelles, hein, les brebis comme les béliers. Tout à fait, tout le monde y passe. D'accord. Bon, moi je suis signe astrologique petit bélier, mais vous n'allez pas récupérer grand-chose. Et alors, vous, j'imagine que vous tondez vous-même les moutons que vous avez dans votre troupeau? Alors ce sont des tondeurs professionnels qui se déplacent de ferme en ferme pendant la saison, qui mettent leur savoir-faire à disposition des éleveurs. Donc c'est les tondeurs qui s'occupent de la tonte. D'accord. Alors, j'ai envie de dire, quand il s'agit de votre troupeau, bon, vous savez comment vous élevez effectivement vos moutons, et je les ai vus puisqu'on a été les voir. Hein, je vais tout mettre en ligne, bien sûr, sur les réseaux sociaux pour nos éditeurs. N'oubliez pas, partagez, likez, commentez. Ils sont donc très bien traités, ils sont très très beaux d'ailleurs, ça se voit. Mais vous travaillez aussi avec une dizaine d'éleveurs. Alors moi, ce qui m'intéresse, y a-t-il une charte éthique exigez-vous de la part de ces éleveurs bien qu'ils respectent certaines conditions, bien sûr, d'hygiène et autres, mais faut-il par exemple qu'ils soient en agriculture bio? Y a-t-il des obligations en termes de respect de l'animal? Parce que c'est important. Encore une fois, je le répète, bien entendu, il y a des éleveurs qui s'occupent très bien de leurs animaux, mais il y a malheureusement des dérives qui sont très souvent dénoncées par les différentes associations. Donc moi, j'aimerais bien savoir un peu ce qu'il en est. Est-ce que vous êtes aussi assez ferme là-dessus par rapport à votre sélection? Alors en fait, on va partir d'un point qui prouve que tout est intimement lié et qu'on peut pas faire l'impasse là-dessus, c'est que la qualité de la laine va dépendre de l'état de santé de l'animal. Donc personne n'a intérêt à travailler avec des animaux qui sont pas en bonne santé. Donc nous, on travaille effectivement avec un cahier des charges autour de la qualité, donc non seulement en termes de conditions d'élevage que de conditions de récolte de la laine. Donc ça c'est une première chose, mais ce qui est vraiment important pour nous, au-delà des chartes ou des cahiers des charges, c'est d'être sur place pendant la tonte, d'échanger avec nos éleveurs et finalement de bien les connaître et d'être capable de choisir avec qui on travaille ou pas en fonction de ça. Et on voit tout de suite si une brebis est dans un bon état sanitaire, on voit tout de suite en fonction de l'état de la laine comment s'est passée l'année, comment s'est passée la saison, comment est-ce qu'elle a été nourrie, comment elle a vécu. Donc en fait, le plus important pour nous, c'est d'être sur place pour garantir tout ça. Alors vraiment, je titille, hein, exprès, mais on est aussi là pour ça. Ça veut donc dire que, un consommateur, quelqu'un effectivement, qui va venir vous acheter des produits, bien sûr, dans ce prix, il y a aussi tout ce savoir-faire, parce c'est aussi important, hein, c'est un savoir-faire très important, mais aussi c'est une éthique. Tout ça fait partie de l'éthique. Ça veut donc dire aussi que demain, un de vos partenaires ne joue pas le jeu correctement, vous vous engagez effectivement à ne pas collaborer finalement avec des gens qui ne respecteraient pas ces valeurs et cette éthique. Bien sûr, mais c'est des choses qui se font, je vais dire, très naturellement et très logiquement. Voilà, je cherche la petite bête, hein, forcément. Alors, ça me fait bifurquer complètement sur autre chose. Effectivement, on parlait d'éthique, on parlait aussi de savoir-faire, parce que pour fabriquer tous ces tapis, pour fabriquer ces vêtements, pour fabriquer tout ça, même si effectivement on en a parlé, hein, vous fabriquez ici les tapis, ça demande un savoir-faire absolument énorme. Est-ce que là aussi, il y a un regain un petit peu au niveau, par exemple, des formations, c'est-à-dire est-ce que vous allez vous lancer, par exemple, à former, à transmettre ce savoir-faire-là? Oui, ça fait partie des projets, effectivement. On aimerait mettre en place des formations et des initiations donc à différents niveaux pour le tissage, adapté à la matière laine. Donc l'idée, c'est d'apporter des connaissances techniques et théoriques et pratiques sur la matière en elle-même et aussi sur la technique de transformation qui est le tissage. D'accord. Donc vous êtes un jeune ou moins jeune, plein d'avenir, motivé évidemment, vous avez envie de faire un beau métier, un métier vraiment d'artisanat, un métier éthique, un métier d'avenir, vous contactez les laines paysannes qui se feront un plaisir de vous guider dans cette voie-là. On se retrouve dans quelques instants puisque progressivement, malheureusement, on arrive à la fin de notre émission, mais j'ai encore quelques petites questions à vous poser, Olivia, donc surtout restez à l'écoute. On se retrouve après une petite pause dans votre émission Motivée sur Pyrénées FM. De retour sur Pyrénées FM dans votre émission Motivée. On arrive déjà progressivement à la fin, mais qui vois-je arriver? Je crois bien que c'est Paul.
Paul, effectivement, qui nous rejoint en cette fin d'émission, mais bon, on le pardonne, c'est une période un petit peu mouvementée pour lui. Il est très très occupé, mais il est venu, donc on va bien sûr en profiter pour lui poser quelques questions. Bonjour Paul. Bonjour. Bon alors, très très occupé, ça a été difficile un petit peu de vous capturer pour cette interview. Qu'est-ce qui se passe là en ce moment ? En ce moment, on est en plein agnellage, donc on a des brebis qui font leurs petits là, tous les jours. Donc c'est vrai que c'est une période cruciale, donc on est dans les prés et on veille à nos petites bêtes. Voilà. Alors il faut bien spécifier, donc effectivement, laine paysanne, c'est une histoire d'abord à deux, avec Olivia et puis vous-même, et puis ensuite l'équipe s'est agrandie, c'est un petit peu une petite famille finalement, les laines paysannes. Alors vous êtes, votre métier vraiment de base que vous faites toujours aujourd'hui, bien sûr, c'est éleveur. Vous êtes éleveur depuis combien de temps maintenant ? Alors moi, ça fait 7 ans que je suis éleveur, que je suis revenu sur l'exploitation familiale. Avant ça, j'ai fait pas mal d'études dans d'autres secteurs. Et puis un jour, je me suis rendu compte que mon envie, c'est d'être sur l'exploitation, d'être avec mes bêtes, de vivre dehors. Donc j'ai décidé de revenir sur l'exploitation, de reprendre une exploitation donc ovine en bio et de développer la vente directe. Voilà. Alors oui, parce que évidemment, vous ne pouvez pas le voir, vous chers auditeurs, mais je me trouve donc à la ferme du Touroll, et en fait c'est ça qui est un peu magique dans ce lieu, c'est que à la fois à l'intérieur de la ferme, il y a bien sûr les espaces de vie, mais également le bureau, le showroom, etc. Et puis il y a juste à côté, puisque je le disais tout à l'heure, on les voyait par la fenêtre, les moutons. Donc en fait tout se passe au même endroit. Oui, tout se passe au même endroit, c'est vrai que c'est ça qui est intéressant et c'est un peu la cohérence du projet. C'est pour ça que le projet est né un peu naturellement avec Olivia, d'essayer de valoriser au mieux ce qui se trouve sur le territoire, d'essayer de faire vivre le territoire. Donc déjà valoriser à travers la viande, puisque c'était ici à la base, c'est vraiment l'exploitation du terrain, c'est l'élevage de brebis, donc produire des agneaux. Et ensuite les valoriser au mieux à travers donc de la vente directe. Et ensuite, il y avait donc cette laine là qui ne demandait qu'une chose, c'est d'être traitée au mieux et d'être valorisée de la meilleure façon possible. Et c'est vrai que tout naturellement, le projet Laine Paysanne est né de cette envie de continuer à donner de la cohérence sur le territoire. Alors, qu'est-ce qui a été justement si important pour vous aujourd'hui dans le fait de valoriser cette laine ? Avant tout, comme je le répète, c'est vraiment du sens, c'est-à-dire faire en sorte que tout soit correctement valorisé et puis créer une dynamique, j'ai envie de dire, positive, créer quelque chose qui nous donne du sens à nous deux avec Olivia et puis maintenant à nous tous au sein de Laine Paysanne pour essayer de vivre un peu en harmonie avec ce qui nous entoure. Donc la laine, aujourd'hui, valoriser la laine, pour nous, ça a été c'est important parce que c'était une matière qui était, Olivia a dû vous le dire, qui était très peu valorisée et on s'est rendu compte qu'on peut en faire des choses formidables avec un peu d'envie, un peu d'énergie, de l'imagination, de la création, de la créativité. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et c'est vrai qu'avoir les moutons dans les prés d'un côté et puis de l'autre côté du carreau, voir les bureaux, comme vous dites, le showroom, les stocks, etc. Et puis des gens qui évoluent autour de ces projets-là, c'est quelque chose qui nous donne du plaisir au quotidien. Mais oui, je comprends bien. D'ailleurs, vous ne le saviez pas, mais vous allez me faire une petite place pour que je vienne m'installer ici, parce que effectivement, j'avoue, on est dans un cadre qui est vraiment superbe. Si vous ne connaissez pas l'Ariège, courez. Si vous ne connaissez pas Bonnac, courez. On est vraiment dans un écrin de verdure. C'est vraiment absolument génial. Moi, je n'ai pas du tout envie de repartir. Je crois que je vais un petit peu me cacher au milieu des brebis. Peut-être qu'avec un peu de chance, je vais passer inaperçu avec ma crinière rousse. Et bien, écoutez, avant de nous laisser, Paul, quel est peut-être votre vœu ou votre souhait pour l'avenir en tant qu'éleveur et puis en étant à la tête, bien sûr, de Laine Paysanne ?
c'est une vaste question. Mais continuer à prendre du plaisir dans ce qu'on fait au quotidien. Et puis pour Laine Paysanne, c'est de continuer à se développer comme on se développe depuis quelques temps. Donc toujours garder l'envie, garder la cohérence dans ce qu'on fait, faire en sorte que les produits qu'on propose aujourd'hui continuent de plaire, et puis surtout trouver un écho aujourd'hui dans la population, continuer à trouver cet écho face à des personnes qui ne connaissent pas forcément la matière et qui arrivent toujours sur nos stands avec le sourire, et puis toujours plein de curiosité, et puis d'envie de faire vivre le projet comme il a vécu et comme il continue de vivre. Et oui, de toute façon, vous êtes quand même très très bien parti. Effectivement, Laine Paysanne fait parler d'elle, avec de très beaux produits, de très belles valeurs, un très très beau concept. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Paul. Quant à nous, on se retrouve tout de suite pour la suite et fin de notre émission Motivée. À tout de suite. Et voilà, notre émission Motivée est presque finie. Ça passe vite, ça passe tellement vite. Toujours en compagnie d'Olivia, parce que Paul a dû retourner auprès des agneaux qui avaient besoin de lui. Mais bon, on ira quand même lui faire après un petit coucou, bien sûr, avant de repartir. Alors, merci pour toutes les infos que vous nous avez données. On a découvert plein de choses au cours de cette émission, Olivia. Alors, quels sont maintenant vos projets pour l'avenir, pour Laine Paysanne ? Alors il y a beaucoup de projets. Déjà on travaille sur la diversification de la gamme de vêtements. Donc là on est en train de préparer des modèles un petit peu plus originaux avec un style un peu plus tranché. Donc ça c'est très important. Est-ce que ça veut dire que je vais peut-être bientôt pouvoir acheter chez vous un string panthère en laine ? Si vous avez envie de vous gratter, on peut en faire un spécialement pour vous. Oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ce petit aspect, ce petit détail, mais qui a toute son importance. Effectivement. Ensuite, on est aussi en train de construire une stratégie complémentaire de commercialisation pour les tapis, parce qu'on est sur vraiment du fait main local, et donc on est sur des gammes de prix différentes. Donc là, on envisage de passer par des boutiques. Oui, parce que, pardon Olivia, je vous coupe, effectivement, quand même quelque chose qu'on n'a peut-être pas précisé, mais c'est important, tout est fait main, absolument main, hein. Ça me semblait évident, mais je voulais quand même le repréciser, tout ce qui est confectionné est complètement fait à la main. Alors, le tricotage est fait à la machine, oui. Mais évidemment, la confection, quand il y en a sur certains modèles, est faite à la main, à la machine à coudre, mais en ce qui concerne le tissage, tout est fait à la main, effectivement. Et donc déjà 2 projets, un petit troisième peut-être pour la route. Oui, un gros troisième même, c'est la rénovation d'un bâtiment agricole sur la ferme pour y installer nos locaux de façon à ce qu'on ait plus de place, plus de lumière, plus de chauffage et une meilleure capacité pour accueillir du public, que ce soit à la boutique ou dans le cadre des formations pour le tissage. Et oui, parce que en fait, on va tout dire à nos auditeurs, effectivement la maison en soi est très jolie, il y a donc le bureau avec effectivement l'équipe qui travaille là, etc. Mais en fait, du coup, vous êtes un peu chassés de votre propre maison, puisque, oui, Paul et Olivia, du coup, dorment dans leur bus qui est sur le terrain. Donc, écoutez, vous avez des achats à faire, vous avez envie de faire un cadeau sympa, original, ne cherchez plus, c'est auprès de des laines paysannes qu'il faut se tourner. Comme ça, vous allez donner un coup de pouce à la région, mais aussi donner un petit coup de pouce à Paul et Olivia pour pouvoir enfin se loger dans leur maison, que ça redevienne leur véritable maison et qu'ils aient des locaux purement professionnels juste à côté. Est-ce que vous êtes prête pour notre quiz spécial motivé avant de clôturer, parce que bien sûr vous n'allez pas vous échapper comme ça. C'est parti. Tout de suite, notre quiz spécial motivé. Alors Olivia, si vous étiez un élément de la nature, que seriez-vous ? Je crois que je serais un caillou. Si vous étiez une qualité humaine ? La persévérance. Et enfin, si vous étiez un lieu de notre région ? Je dirais une colline. Allons là-haut sur la colline. Merci beaucoup Olivia de nous avoir accueillis, ouvert vos portes. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Encore une fois,
c'est avec bien de la tristesse que je repars, mais pour revenir bien vite parce que j'aurai bientôt des achats à faire et des petits cadeaux à offrir. Alors évidemment, je vais penser à laine paysanne. Je vous rappelle donc que nous étions chez Olivia et Paul des laines paysannes à Bonnac en Ariège avec toute leur équipe. N'hésitez pas, vous avez sur les réseaux sociaux bien sûr toutes les coordonnées, les informations. N'hésitez pas à les contacter, à vous faire plaisir et à faire du bien à la région, en vous procurant leurs textiles, leurs tapis et autres. Merci encore, merci aux auditeurs d'avoir été à l'écoute. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle émission motivée sur Pyrénées FM.